Aujourd'hui, on est en plein cœur du centre-ville de Montréal pour faire ma deuxième vidéo sur les universités de la ville. On parle de l'université Concordia. L'Université Concordia est une université publique. Comme McGill, elle est officiellement bilingue, mais presque la totalité des cours sont donnés en anglais. Au départ, Concordia, c'était deux écoles. La première, le collège Loyola, que l'on voit ici, a été fondé par les Jésuites en 1888. Cette école avait des programmes novateurs au début du 20e siècle, comme des sciences de l'exercice ou des communications. L'autre école était le collège Sir George Williams, fondé en 1926 par le YMCA. Ils avaient pour but d'instruire la classe ouvrière anglophone qui travaille le jour. Le collège devint une université en 1948. Et l'université Sir George Williams déménagea dans le pavillon Henry F. Hall, qui fut construit en 1966. C'est à la fin des années 60 qu'on voulut annexer les deux écoles. Le but c'était que le collège Loyola ait le statut d'université lui aussi. Ça a pris pas mal de temps et ce fut quand même assez compliqué de créer de la cohésion entre les différentes facultés des deux écoles. Et ce fut officiellement juste en 1974 que les écoles furent fusionnées et que l'université Concordia est née. Alors, pourquoi ça s'appelle Concordia? Mais le mot Concordia vient de la devise de Montréal, Concordia Salus, qui veut dire en français le salut de la concorde. Et en d'autres mots, ça veut dire le bien-être dans l'harmonie. Autrement dit, faites donc la paix. Les nombreux pavillons du campus Sir George Williams sont tous concentrés dans l'ouest du centre-ville, au coin de Maisonneuve et de Guy. J'avais jamais vraiment visité l'université et c'est avec beaucoup d'enthousiasme et mon ami Martin que je me suis mis à explorer les différents pavillons. Juste avant la pandémie, l'université accueillait 46 829 étudiants et avait un total de 6 387 employés. C'est pas une petite école. Comme je vous disais tantôt, l'université donne la plupart de ses cours en anglais. Mais dans l'université, tout est écrit dans les deux langues, avec une prédominance du français. La loi 101 oblige, j'imagine. On arrive ici en vue de la patate du peuple. Et non, ce n'est pas un personnage de François Pérusse, mais bien un genre de café coopérative, où l'on ne sert que de la bouffe végane. Je remarque que les salles de cours et les corridors sont simples, mais d'allure plutôt moderne. Si je compare, disons, avec l'Université de Montréal ou avec l'UQAM. Comme on arrive en vue du département d'informatique du pavillon Henry F. Hall, j'avais le goût de vous raconter un événement marquant qui s'est déroulé ici en 1969. On appelle cet événement le Computer Riot. Ce qui est arrivé, c'est que 6 étudiants noirs ont accusé un professeur de l'université Sir George Williams d'être raciste et de couler certains élèves juste à cause de la couleur de leur peau. Des mois plus tard, comme l'université faisait rien, les élèves et les sympathisants commencèrent des manifestations. Le tout culmina en février 1969 dans une émeute où des étudiants se barricadèrent au 9e étage et détruisirent pour 2 millions de dollars d'équipements informatiques. Pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble un ordinateur en 1969, ben ça ressemble à ça. Et ça utilise beaucoup de papier. L'événement s'est terminé avec l'arrestation de 97 personnes. Évidemment, je vous ai résumé ça très grossièrement, sans vous parler de tous les enjeux de la crise. Je vous conseille le film Ninth Floor de l'ONF, qui donne beaucoup de détails. Je vais mettre le lien dans ma description.
On visite maintenant le pavillon John Molson. C'est l'école de gestion de Concordia, l'équivalent un peu des HEC de l'Université de Montréal. Un des aspects les plus intéressants pour moi dans les différents pavillons du centre-ville, c'est leur hauteur. Ce sont des bâtiments de plusieurs étages qui offrent des vues variées du centre-ville. On peut voir de là-haut la fameuse murale de Leonard Cohen. Et j'apprécie particulièrement cette vue du Mont-Royal. Mon pavillon coup de cœur, ça a été celui-ci, l'édifice J.W. O'Connell. Quand on y entre, on arrive dans un grand atrium avec un toit de verre. C'est vraiment très joli, tout en demeurant très propice à l'étude. C'est là qu'on retrouve la superbe bibliothèque R. Howard Webster. On y retrouve plusieurs salles d'études. Et bien sûr, des milliers et des milliers de livres. Personnellement, j'adore l'ambiance des bibliothèques. Ça me donne le goût de prendre n'importe quel livre au hasard et d'aller le lire dans un de ces fauteuils-là qui a l'air super confortable. Un autre aspect intéressant sur le campus Sir George Williams, c'est le fait que la plupart des pavillons sont reliés ensemble par des corridors souterrains. Ces mêmes corridors ont comme point central la station de métro Guy Concordia. C'est bien pratique l'hiver quand il fait moins 40 dehors et que vous avez un cours dans un des pavillons ou vous voulez simplement profiter du gym de l'université. Il y a quand même quelques pavillons qui ne semblent pas reliés par un tunnel. C'est le cas du pavillon du Faubourg sur Sainte-Catherine. On retrouve plusieurs salles de classe dans ces anciens centres d'achat. Je vous invite d'ailleurs à visionner ma vidéo sur le Faubourg Sainte-Catherine. Du Faubourg, on a une très belle vue de l'ancien couvent des Sœurs Grises. Pourquoi je vous parle du couvent? Ben c'est pas juste parce que c'est un très beau bâtiment qui a été construit en 1871, mais aussi parce qu'il sert aujourd'hui, en partie, de résidence pour les étudiants de l'Université Concordia. Il me semble que les chambres doivent être assez petites si elles servaient aux religieuses qui faisaient vue de pauvreté. L'ancien couvent contient aussi une crypte avec les sépultures des sœurs. J'aimerais bien ça visiter ça un jour. Si vous avez des contacts, faites-moi signe. Avec tout ça, je vous ai pas encore parlé du campus de Loyola, qui est quand même situé à 7 km du campus du centre-ville. Le collège Loyola était abrité dans ce magnifique bâtiment qui a été construit en 1916. Mais le campus s'est agrandi depuis ce temps-là et il contient quelques bâtiments plus modernes. J'aurais aimé ça vous montrer de quoi ça a l'air à l'intérieur, mais je vous garde ça pour une prochaine fois. Dernière chose avant qu'on se quitte, je vais vous parler de la marchandise à l'effigie de l'Université Concordia. Il me semble que c'est quelque chose qui est typiquement anglophone. On retrouve beaucoup moins de ce genre de marchandises, me semble, pour l'UQAM ou pour l'Université de Montréal. Enfin, je me trompe peut-être. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors voilà ce qui fait un très bref tour de l'Université Concordia. Il y aurait évidemment plein d'autres choses à dire.
Si vous avez aimé, comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. N'oubliez pas de partager sur les médias sociaux. Et là-dessus, on se dit à très bientôt! Aujourd'hui, je vous présente une toute nouvelle série de vidéos sur les universités à Montréal. Et on va commencer par mon alma mater. L'idée derrière la création de l'UQAM est venue à la fin des années 50, alors que 11% des anglophones à Montréal fréquentaient l'université, et pour les francophones, c'était seulement 4%. Mais il a fallu attendre presque 10 ans pour que ça bouge vraiment. C'est le 9 avril 1969 qu'est créée officiellement l'Université du Québec, et elle accueille ses premiers étudiants à l'automne de la même année. L'UQAM est donc le résultat, en quelque sorte, de la Révolution tranquille, et elle est à l'image des nouvelles valeurs québécoises de l'époque. Une des valeurs les plus importantes, c'était l'accessibilité de l'éducation au plus de gens possible. À la création de l'UQAM, les étudiants sont dispersés un peu partout au centre-ville. On retrouve des salles de classe sur un rayon de 5 km. Parmi les pavillons, il y avait l'ancien collège Sainte-Marie, qui est aujourd'hui la salle de spectacle Le Jésus. Tranquillement, dans les années 60 et 70, on commence à acheter des terrains dans le quadrilatère qui est situé entre les rues Saint-Denis à l'ouest, Berry à l'est, René-Lévesque au sud et Maisonneuve au nord. Donc, dans les années 70, on commence à construire l'UQAM et pour ce faire, on détruisit la magnifique église Saint-Jacques. Heureusement, on va conserver plusieurs parties de cette église, dont sa façade. À mon avis, elle a été intégrée de façon magnifique à l'architecture de l'université. On a aussi conservé une partie du côté ouest de l'église Saint-Jacques, comme on le voit avec ce clocher. Et il semble qu'une partie intérieure de l'église fut aussi conservée, mais le grand public n'y a pas accès. Pour ceux qui se demandent où on a déplacé les fidèles qui allaient à l'église Saint-Jacques, parce que oui, on allait encore à l'église dans les années 70, ils ont été déplacés à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, qui est juste l'autre bord de la rue Sainte-Catherine. Cette église, d'ailleurs, est toujours en fonction. Un bel endroit où vous pouvez aller faire une petite prière entre deux cours de sexologie. C'est donc en 1979 qu'on inaugura les deux premiers pavillons de l'UQAM, le pavillon Judith Jasmin et le pavillon Hubert Aquin. Bon, même si ces pavillons ont été complétés en 1979, on dirait qu'ils sont toujours en construction en 2021. Bienvenue à Montréal! D'ailleurs, ces deux pavillons, en briques brunes, reçurent plusieurs prix d'architecture lors de leur inauguration. L'emplacement de l'UQAM n'a pas été choisi au hasard. Il a été choisi entre autres parce qu'il était à côté du métro Berry de Montigny, un métro qui fait la jonction entre plusieurs lignes. Donc l'emplacement cadrait bien avec la mission de l'UQAM, qui était de rendre l'éducation accessible à un plus grand nombre de personnes. C'est quand même un peu dommage qu'en temps de COVID, cette notion d'accessibilité universelle est un petit peu diminuée, disons-le. Au fil du temps, plusieurs pavillons s'ajoutèrent. D'abord presque tous dans le même secteur et presque tous reliés par des corridors souterrains. Ce qui en fait une autre ville souterraine à Montréal. Celle-ci, disons, à point de vue, plus éducative que commerciale. Avec ses salles de cours, ses bibliothèques,
et ses cafés étudiants. Mon Dieu que les cafés étudiants ont évolué depuis le temps où je fréquentais l'université. Le café est pas mal plus techno-branché, mais c'est bizarre, c'est exactement la même odeur de café aromatisé qu'il y avait il y a 25 ans. Au départ, l'UQAM se concentrait sur les arts, les lettres et certaines sciences humaines. Mais en même temps qu'on ajoutait des pavillons, on a ajouté des facultés, comme celle des sciences de la gestion et de l'éducation. Plus récemment, on a créé le Centre des sciences de l'UQAM. Toujours au centre-ville, mais pas proche du métro Berry-UQAM, plutôt proche du métro Place des Arts. C'est un tout nouveau campus qui est situé derrière la place des Festivals, entre les rues Président Kennedy et Sherbrooke. Je trouve que c'est vraiment un très joli campus qui ressemble un peu plus au campus universitaire plus classique, comme on se les imagine. C'est à cet endroit qu'on enseigne des sciences comme la chimie ou la biologie. Des pavillons de l'UQAM, il y en a maintenant un peu partout au centre-ville. Ils ont même construit, en 1997, un centre sportif, annexé avec des résidences pour les étudiants. Mais aussi certains pavillons qui sont pas au centre-ville, comme celui-ci, le pavillon de danse qui est sur la rue Chérier. L'UQAM a même des pavillons jusqu'à Laval, mais on n'ira pas là. Personnellement, j'ai fréquenté l'UQAM de 1995 à 1998. J'y ai fait un baccalauréat en études littéraires. Ben oui, on voit ce que ça donne, hein? Ce qui était le fun, c'est que je me tenais beaucoup au local étudiant qui était dans le pavillon Judith Jasmin. Quelques faits intéressants au sujet de l'UQAM. Aujourd'hui, plus de 269 000 personnes ont un diplôme de l'UQAM. Aussi, l'UQAM a collaboré à la francisation d'un très grand nombre d'immigrants. Et finalement, l'UQAM, c'est une pionnière en développement du milieu universitaire. C'est la première qui a donné des cours dans le domaine de l'environnement, les beaux-arts, la sexologie, la gestion du tourisme, la danse, le théâtre, l'économie sociale et les communications. Parmi les plus illustres diplômés de l'UQAM, on a Pierre-Carl Pellado, petite coupe de cheveux, les membres du groupe Rock et Belles Oreilles, et mon réalisateur préféré, Denis Villeneuve, qu'on voit ici sur le tournage de son dernier film, Dune. En conclusion, je vous dirais que l'UQAM a été créée dans le but de démocratiser le monde de l'enseignement, et de cette façon, elle offre plusieurs programmes non contingentés, ce qui fait qu'elle est souvent regardée de haut par ceux qui fréquentent les autres universités. On trouve que c'est une université très populaire, un peu cheap. Mais si vous voulez mon avis, c'est juste du snobisme. Alors voilà mon petit topo sur l'UQAM, j'espère que ça vous a plu. Si oui, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, et là-dessus on se dit à très bientôt. Aujourd'hui, on continue ma série sur les universités montréalaises et je vous parle de l'Université de Montréal. L'université a été créée en 1878 en tant que succursale de l'Université Laval de Québec. À l'époque, il n'y avait pas d'université francophone à Montréal.
Au départ, l'université avait juste 3 facultés. La théologie, dont les cours étaient donnés dans le grand séminaire, le droit, qui se trouvait dans le cabinet de lecture des Sulpiciens, et la médecine, dont les cours se donnaient au château Ramsay. Progressivement, plusieurs autres facultés s'ajoutèrent, et on annexa plusieurs bâtiments du quartier latin, surtout regroupés sur la rue Saint-Denis. En 1887, on construisit un bâtiment principal qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui. Il était situé là où est le pavillon Hubert-Aquin de l'UQAM de nos jours. En 1920, l'école reçoit sa charte des droits et est nommée officiellement l'Université de Montréal. Ça faisait déjà un petit bout de temps qu'on voulait déménager l'université quand, en 1922, la ville fit don de 2 terrains sur le flanc nord du Mont-Royal. L'administration s'inspira d'un modèle américain pour faire les plans de l'université. C'était important d'avoir un lieu isolé de la ville où les étudiants et les professeurs pourraient bénéficier de grands espaces aérés. La construction de l'Université de Montréal commença en 1928. Son architecte était le célèbre Ernest Cormier. Cormier a entre autres contribué à la construction de l'oratoire, l'édifice de la Cour suprême du Canada et l'ancien nouveau palais de justice, qu'on nomme aujourd'hui l'édifice Ernest Cormier. À cause de problèmes de financement, la construction fut interrompue en 1931. Ils ne seront repris que 10 ans plus tard. On dit du pavillon Roger-Gaudry, le pavillon principal de l'Université de Montréal, qu'il est le premier édifice moderne du Québec. Et l'Université de la rue Saint-Denis fut déménagée dans ses nouveaux locaux en 1942. C'est le 3 juin 1943 que l'université sur le Mont-Royal fut officiellement inaugurée. Je vous propose donc aujourd'hui une visite à pied du campus de l'Université de Montréal. On va visiter ensemble le plus de bâtiments possible. On commence donc notre visite à la station de métro Édouard-Montpetit. La station et ses alentours sont en plein chantier, ce qui va donner bientôt la station du REM. Derrière le métro, il y a le pavillon Marie-Victorin. Un pavillon dans lequel j'ai déjà suivi des cours lors de mon certificat en publicité. Un certificat que j'ai fait il y a presque 25 ans. Non, ça ne me rajeunit pas, mesdames et messieurs. L'édifice, par contre, n'a presque pas changé. Il y a juste peut-être plus d'ordinateurs dans les salles de classe. Derrière ce pavillon, il y a le département de musique, le pavillon Vincent d'Indy. L'architecture me rappelle un peu le pavillon de l'URSS de l'Expo 67. Je parierais un vieux 10 que ce bâtiment a été construit dans les années 60. Juste un peu à l'ouest, on retrouve le CEPSUM, le Centre d'éducation physique et des sports de l'université. Là-dedans, il y a plusieurs terrains sportifs où on peut pratiquer toutes sortes de sports, comme la gymnastique, le badminton ou le basketball. C'est aussi dans le CEPSUM qu'on donne les cours reliés à l'éducation sportive. Et c'est derrière le bâtiment qu'on retrouve le terrain où joue l'équipe de football, les Carabins de Montréal. On arrive maintenant au pavillon J.A. de Sèvres, là où est situé CISM, la radio étudiante de l'université. J'ai travaillé là pendant quelques années. J'étais surtout chroniqueur et je m'occupais de la technique. Et celle qui m'avait donné la formation de technicien, c'était nul autre que Anne-Marie Wittenshaw. On continue vers l'ouest et on arrive à une statue d'Édouard-Montpetit lui-même. Derrière la statue, on retrouve des escaliers qui mènent vers les résidences étudiantes. Je me souviens qu'il y a 20 ans, ces résidences étaient réservées aux filles, et on les appelait les Tours des Vierges. Une expression qui passerait sûrement pas de nos jours. Si on continue vers l'ouest et qu'on grimpe la montagne, on arrive à l'école polytechnique. L'école polytechnique, qui forme les futurs ingénieurs, s'est joint à l'Université de Montréal aussitôt qu'en 1887. L'école est maintenant située dans les bâtiments qui sont les plus haut perchés sur la montagne. Ces bâtiments ont été rendus tristement célèbres le 6 décembre 1989. Mais bon, je reviendrai pas là-dessus aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo quand même positive. On continue notre voyage et on passe derrière l'université, juste à côté du cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
ce que je remarque, c'est que le campus, c'est comme une petite ville, avec des nombreux bâtiments, des résidences, des places avec des œuvres d'art, et même ses propres rues. On arrive comme ça au bâtiment principal, le pavillon Roger Gaudry, qui a été construit dans les années 30-40. Malheureusement, suite à une manifestation, j'ai pas pu rentrer à l'intérieur. Disons que la sécurité était pas mal sur les nerfs. Ce que je savais pas, c'est que le site d'université est tellement grand que les gardiens ont leur propre véhicule d'urgence. Non loin de ce pavillon, on peut remarquer une petite structure bien étrange que j'avais bien le goût d'explorer. Malheureusement, c'est juste un accès à un stationnement. D'ailleurs, parlant d'espaces de stationnement, ils sont vraiment très nombreux sur le campus, même si l'université est super bien desservie par le métro. Ça me rend un peu triste que tout cet espace de la montagne, qui devait être plein d'arbres, a été détruit pour faire des stationnements. D'ailleurs, parlant de transport, je descends comme ça, tranquillement, vers la deuxième station de métro, celle qui est à l'éponyme de l'université. C'est un chouette nouveau passage qui a été rénové très récemment. On arrive maintenant dans un long tunnel avec 4 escaliers roulants. C'est très moderne, mais je crois que j'aimais mieux avant, quand c'était un long tapis roulant, comme au métro Baudry. La station de métro Université de Montréal est vraiment bien pratique pour les étudiants et tous ceux qui fréquentent l'université. Je vous en parlerai plus un jour dans une vidéo consacrée à ce métro. Pendant qu'on est ici, j'en profite pour aller un peu plus au nord, pour aller visiter la deuxième école associée à l'UDM. Les hautes études commerciales, c'est la toute première école de gestion au Canada, ce qui est un peu surprenant quand on pense que le monde des affaires a été longtemps réservé aux Anglais. Le bâtiment des HEC est vraiment superbe, entouré d'un boisé. Je me souviens d'y avoir déjà pris un cours de marketing en 1999 et d'avoir été scandalisé de savoir que l'école obligeait les étudiants à acheter des laptops pour suivre les cours. Les cours des HEC ne sont pas seulement donnés à cet endroit. Il y a aussi des salles de classe qui donnent des cours de gestion à l'extrémité ouest du campus de l'Université de Montréal. Quand on se promène à l'intérieur, on voit bien que cette école bénéficie de beaucoup de dons de riches hommes d'affaires qui ont étudié là. Les espaces d'études et les salles de cours sont superbes. D'ailleurs, dans cette partie du HEC, toutes les salles de cours ont un nom de ville ou de village québécois, ce qui est vraiment très intriguant. Le savez-vous pourquoi? Le prochain bâtiment que je vais visiter, c'est le pavillon Jean-Briand. En fait, une fois à l'intérieur, c'est très facile de se perdre. Alors je sais même pas si ces images-là ont été prises dans Jean-Briand ou un autre pavillon, pas très loin de là. Il y a évidemment plein d'autres bâtiments qui abritent l'une des 16 facultés de l'Université de Montréal. Je suis sûr qu'il y a encore plein de beaux endroits à visiter et à filmer. Mais je voulais me garder un petit peu de temps en cette fin de vidéo pour visiter avec vous le nouveau campus 1000 de l'Université de Montréal. Il est situé en dehors du campus principal, près du métro Acadie. Il faut emprunter cette superbe passerelle pour y accéder. Inauguré en novembre 2019, le bâtiment ultramoderne, presque futuriste, abrite 4 départements. Chimie, physique, biologie et géographie. Trouvez l'intrus. Le campus des sciences contient 190 laboratoires et 16 chaires de recherche. Et d'après moi, l'intérieur est encore plus intéressant à visiter que l'extérieur. C'est une immense aire ouverte, très moderne, et même, je dirais, futuriste.
Alors voilà ce qui termine ma vidéo sur l'Université de Montréal. J'espère que vous avez aimé ça un petit peu. Comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Et partagez cette vidéo le plus possible sur les réseaux sociaux. Là-dessus, on se dit à très bientôt. Oh, vous êtes là? Bonjour! Aujourd'hui, je vous parle de la plus vieille université de l'île de Montréal. Voici James McGill, un riche marchand écossais qui a fait sa fortune à Montréal dans le commerce de la fourrure. À sa mort, il voulait que Montréal ait son université, pour faire avancer la science, qu'il disait. Alors il a légué 10 000 pounds et ce terrain tout au pied du Mont-Royal. Pendant pas très longtemps, il y a eu sa statue sur le campus de l'université, mais elle a été souvent vandalisée. On accuse James McGill d'avoir eu des esclaves autant autochtones que noirs. Bon, la statue a été retirée et personnellement, je trouve ça un peu dommage. Bon, je suis pas en train de dire que l'esclavagisme c'est quelque chose d'acceptable, absolument pas. Mais James McGill était un homme de son temps, comme tous les hommes riches de cette époque-là, il avait des esclaves. Et c'est quand même lui qui a financé l'université. Sans lui, il n'y en aurait probablement pas. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? L'université est située sur la rue Sherbrooke, au coin de l'avenue McGill College. Tiens donc. Ce magnifique portail s'appelle le portail Roddick, en l'honneur du docteur Thomas George Roddick, qui a été doyen de la faculté de médecine de l'université au début du 20e siècle. Le portail a été inauguré en 1925. Avant de se rendre au bâtiment de l'université, on passe devant des grands terrains gazonnés. Bon, de nos jours, ça sert plus aux étudiants pour chiller par beau temps, mais à une certaine époque, pendant l'hiver, on y construisait une patinoire. On se dirige comme ça tranquillement vers le bâtiment central du campus de l'Université McGill. C'est la Faculté des Arts. On l'appelle aussi le McCall McBain Arts Building. C'est le plus vieux bâtiment encore debout de toute l'université. Sa construction a débuté en 1839. J'avais vraiment le goût de rentrer à l'intérieur de ce bâtiment qui date des années 1800. Officiellement, l'université a été fondée en 1821. Donc elle a eu 200 ans il n'y a pas très longtemps. Mais les premiers cours se sont donnés seulement en 1829. Je me demande ce qui s'est passé pendant ces 8 ans-là. Peut-être qu'il est en train de construire des infrastructures pour donner des cours. La plupart des pavillons centraux de l'Université McGill sont reliés ensemble, que ce soit des passages comme ici ou des passages souterrains. J'ai beau avoir un sac à dos et une casquette, je suis pas sûr que je passe pour un étudiant. Je trouve quand même que ce campus est intimidant. Mais bon, je peux toujours passer pour un touriste et les universités vont toujours accepter les touristes. En 200 ans, on a ajouté beaucoup de bâtiments et de facultés à l'université, en grande partie grâce aux dons de riches hommes d'affaires anglophones. Des donateurs qui très souvent vont donner leur nom aux différents bâtiments du campus. En sortant, je tombe en face du Morris Hall. À l'époque de sa construction en 1864, c'était le collège presbytérien. Et c'est pour ça qu'il était relié à une église, comme on voit ici. Aujourd'hui, il sert aussi à la Faculté des Arts. Ce bâtiment fait vraiment contraste avec le centre-ville qui entoure l'université. C'est fou de voir à quel point ça s'est développé. Toujours dans le campus central, on arrive au McDonald Engineering Building. C'est ici qu'on forme les futurs ingénieurs. C'est un peu comme la Polytechnique de l'Université de Montréal. C'est un très beau bâtiment qui a été construit en 1908. Juste un peu au sud, on a un autre bâtiment qui forme des ingénieurs. C'est le McDonald Harrington Building. Bon, c'est pas tous les bâtiments de l'université qui sont très vieux. Plusieurs ont été bâtis dans les années 50 à 70.
comme ici la bibliothèque centrale de McGill. On peut y voir devant la statue du Faucon, une statue qui rend hommage à John Webster, un coureur aérien qui est mort dans un crash d'avion en 1931 à Saint-Hubert. Bon, c'est sûr que dans un bâtiment assez récent, je m'attendais pas à une très vieille bibliothèque comme on a à Westmount, le genre de bibliothèque très propice à la lecture de l'histoire. Mais bon, j'ai été quand même un peu déçu. La bibliothèque de l'Université McGill est très moderne et somme toute pas super intéressante à filmer. Par contre, pour un étudiant, c'est vraiment un des endroits idéaux pour étudier. Comme le campus est très grand, des endroits pour étudier, c'est pas ça qui manque à McGill. Évidemment, là, je vous ai juste parlé des pavillons centraux de l'Université McGill, ceux qui sont là depuis le plus longtemps. Mais le campus universitaire de McGill au centre-ville de Montréal contient vraiment beaucoup de bâtiments. Je vous dirais qu'il y en a à peu près une centaine. Donc, je vais vous en présenter quelques-uns de très intéressants. Ici sur Sherbrooke, on a le Strathcona Music Building. Ce bâtiment a été construit en 1904, la même année où on a commencé le programme de musique à McGill. Ce programme a pris beaucoup d'ampleur et on est obligé récemment de construire ce tout nouveau building ultramoderne. Plusieurs bâtiments de l'université ont été aménagés dans des vieilles villas d'hommes riches anglais. Ou comme ici, dans des maisons arrangées de style victorien. C'est ici que les étudiants et le personnel peuvent venir se faire arranger les dents. Certaines de ces villas sont vraiment impressionnantes et il faut le savoir qu'elles appartiennent à l'université. Une de ces belles villas, c'est la Lady Meredith House, qui a été construite en 1897 et qui a été acquise par l'université en 1975. On descend donc comme ça sur la rue Peel, où on voit d'autres belles maisons qui appartiennent à McGill. J'ai pas trop été capable d'identifier ces maisons, mais je crois qu'elles appartiennent toutes à la faculté de droit. Bon, parfois il y a des bâtiments plus modernes qui détonnent un peu dans le paysage. Ici, on a le Chancellor Day Hall, qui a été construit en 1893. Et juste à côté, le bâtiment de la bibliothèque de droit. C'est un bâtiment très moderne, mais je trouve quand même assez joli. Le contraste est assez intéressant. Aussi du côté est de Peel, et ce jusqu'à la rue Sherbrooke, ces maisons appartiennent toutes à McGill. Certaines abritent des locaux pour les services étudiants, et d'autres sont carrément des locaux d'étudiants, où les jeunes gens viennent socialiser et échanger. Disons que ça fait pas mal plus chic que le local étudiant que j'avais quand j'allais à l'UQAM. Bon, je vous parle beaucoup de bâtiments depuis tantôt, mais qu'en est-il des gens qui ont fréquenté l'université? Eh bien, il y en a des vraiment connus. L'université a entre autres accueilli 3 premiers ministres canadiens, dont celui en place en ce moment, Justin Trudeau, 13 juges de la Cour suprême, 28 médaillés olympiques, 28 ambassadeurs à l'étranger, 3 astronautes et 12 prix Nobel. Même si l'Université de langue anglaise a surtout diplômé des anglophones comme Leonard Cohen, il y a plusieurs francophones célèbres qui l'ont fréquenté, comme Laurent Duvernay-Tardif, Hubert Reeves ou Céline Galipeau. Un des prix Nobel qui a fréquenté l'université, c'est Ernest Rutherford. On le considère le père de la physique nucléaire, rien de moins. Derrière la station de pompage McTavish, on a aménagé des terrains de soccer pour l'université. Ces terrains sont construits au-dessus du bassin McTavish, un réservoir qui distribue encore l'eau courante au centre-ville aujourd'hui. Beaucoup d'autres bâtiments appartiennent à l'Université McGill, dont le campus McDonald à Sainte-Anne-de-Bellevue. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo, allez la voir. Il y a même un département de l'Université McGill aux Barbades. Pour finir cette visite, je voulais vous amener au musée Redpath, musée qui existe grâce à un don de Peter Redpath, un autre anglophone qui a fait sa fortune dans le sucre. Le musée d'histoire naturelle qui a ouvert en 1882 a une impressionnante collection de pièces d'ethnologie, de biologie et de paléontologie. Le musée qui est sur 3 étages est vraiment old style, comme un de ces bons vieux musées européens. Au premier étage, on est accueilli par des beaux spécimens de coquillages et de roches de toutes sortes.
pense que la pièce qui fait la renommée du musée, c'est ce squelette de dinosaure. Et trompez-vous pas, ce n'est pas un tyrannosaure, c'est plus un gorgosaure ou un gorgosaurus. C'est quand même beaucoup plus petit qu'un tyrannosaure. Il y a aussi un beau crâne de tricératops. Le reste du premier étage est constitué d'animaux empaillés. Certains sont très exotiques. D'autres vraiment impressionnants. Et certains, disons, plus familiers. On peut même voir Montréal quand c'est le tel fond de la mer. Hey, je pensais pas que Jean-Luc Mongrain était si vieux que ça. Dans l'escalier qui monte au deuxième étage, on a d'autres animaux empaillés, dont ce gros gorille. Je vous dirais pas à qui il me fait penser, j'ai peur d'avoir des pouces en bas sous la vidéo. Le deuxième étage est consacré aux artefacts d'êtres humains, dont plusieurs sarcophages et momies égyptiennes vraiment impressionnantes. Celle-ci date de plus de 3500 ans. On a aussi des objets et des artefacts de presque toutes les cultures autour du monde. L'entrée du musée est gratuite, mais malheureusement, elle est seulement ouverte pendant les heures de bureau. Bon, voilà ce qui termine ma visite de l'Université McGill. Vous avez remarqué, j'ai pas parlé du débat de la langue, de l'immigration et des frais de scolarité pour les étudiants étrangers. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui vont en parler dans les commentaires. Lâchez-vous lousse. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Allez voir mon Patreon. Et là-dessus, on se dit à très bientôt.